Bonjour, je suis David Brace, ancien publicitaire et fondateur de l'Académie Tilt. Aujourd'hui, je suis avec Franck Maes sur sa chaîne Le Disrupteur. Vous êtes sur la chaîne du Disrupteur. Attachez vos ceintures. Eh bien, aujourd'hui, on va accueillir sur le fauteuil du Disrupteur, on va accueillir David Brace. Salut David, comment tu vas? Salut Franck, je vais bien, merci. Eh bien, écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, parce que moi, j'aime bien rentrer dans le vif et dans le fond. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours de publicitaire? Écoute, moi je suis tombé amoureux de la pub, j'avais 12 ans précisément, je m'en rappelle parce que avec la mort de Bernard Tapie sont ressortis mes souvenirs, puisque c'est grâce à une émission qu'il faisait sur TF1, je ne sais pas si tu te souviens de ça, tu étais peut-être tout petit. C'était sur les entrepreneurs? Sur les entrepreneurs, il coachait les entrepreneurs et il avait fait venir Jacques Séguéla pour parler de la partie communication, publicité, marketing, tu vois, du coaching. Et moi je m'étais dit, voilà, c'est ça que je veux faire en fait. Je les ai trouvés tellement cool, tellement brillants. Je me suis dit, mais on peut être payé, en plus être payé très cher pour faire ça. Ok, j'ai trouvé ce que je veux faire dans la vie, quoi. Voilà, ça a commencé comme ça. Donc j'avais 12 ans. Et ensuite, j'ai fait mes études, si tu veux, avec une seule obsession, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme parcours pour arriver dans la pub, pour faire ce métier. Parce que moi, je viens d'une famille très simple, hein, mes deux grands-pères étaient mineurs de fond, tu vois, dont un qui est venu d'Italie, tu vois, pour creuser les mines du sud de la France. Donc, si tu veux, j'étais pas vraiment prédestiné, en faisant du fond de la terre, à aller briller dans les petits salons parisiens. Et donc, je me suis renseigné tant que j'ai pu. Il n'y avait pas Internet à l'époque. Donc, tu sais, j'ai fait les CDI, comment on appelle ça, tu sais, les salons d'exposition, les salons, tu vois, des trucs là, tu vois. Je suis allé voir aussi une conseillère d'orientation. Et maintenant, je sais que c'est le pire métier du monde parce qu'elle n'a pas arrêté de me répéter qu'il n'y avait pas de débouché, que j'y arriverais jamais et compagnie. Et finalement, j'ai réussi à avoir ma tête quand même en couverture du magazine du métier un jour, ce qui était mon grand rêve. Donc voilà, je suis passé par plusieurs agences. J'ai créé les miennes assez vite parce que j'étais un peu indiscipliné, on va dire. J'avais ce côté rebelle, je voulais faire mon truc. Et donc, j'ai créé quelque chose comme 7 agences. Et je suis passé par le groupe TBWA pour qui j'ai créé une agence un peu spécifique. Et voilà, j'ai repris ma liberté il y a maintenant quelques années, avant de m'installer à Barcelone. Et maintenant, de travailler en solo. Et d'être, je recrée une structure parce que je peux pas vraiment m'empêcher. Et aujourd'hui, en fait, j'ai créé une académie qui s'appelle l'Académie Tilt. Voilà, parce que je peux pas trop m'empêcher de créer des structures. Et je me suis entouré d'anciens communicants aussi qui viennent de Publicis ou d'autres groupes, en tout cas qui ont fait du terrain. Donc c'est un peu le retour des pros, tu vois, c'est ma vision du truc, pour accompagner en fait tous les gens qui ont besoin de manufacturer les attributs de la crédibilité, les attributs de la différenciation et du prestige. Mais bon, je pense qu'on va revenir là-dessus. On va y venir. Juste un point, parce que je me souviens à l'époque, alors juste pour info, j'avais déjà interviewé David, je lui en parlais tout à l'heure en off, sur mon autre chaîne YouTube à l'époque, à mes tout débuts. Et c'était un des premiers que j'avais interviewé, donc c'est très rare que j'interviewe 2 fois une personne. Je l'ai fait que seulement avec 2 personnes, donc avec David et Mathieu de Forrest Gang, que vous pourrez retrouver l'interview sur ma chaîne YouTube. Et je me souviens qu'à l'époque, tu m'avais parlé de différentes campagnes de pub. Alors, je me souviens plus des marques, mais c'était peut-être Ikea, peut-être tu m'avais parlé d'Ikea. Alors, il y a eu du Ikea, j'ai fait du Eurostar, j'ai fait du Renault, voilà, énormément de marques que vous connaissez effectivement. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment construire une marque forte? Alors, déjà, il faut s'entendre sur ce qu'est une marque. Pour moi, une marque, alors je vais donner mon avis, parce qu'évidemment, il y a autant d'avis que de communicants, que de marketeurs, que de spécialistes de la marque. Mais pour moi, une marque, si tu veux, elle a au moins 4 dimensions. Donc, je vais faire 4 comme ça plutôt qu'avec mes 5 doigts. 4 dimensions. La première, c'est la dimension de la personnalité. Donc, c'est-à-dire que tu dois rendre visible quelque chose qui ne l'est pas. Et donc, la personnalité, c'est connaître ses atouts, connaître ses points faibles, et puis évidemment, poser, on va dire, tout ce qui est visible à l'extérieur, de ce qui fait tes atouts, ce qui fait ton attrait naturel. Parce que moi, je ne suis pas du tout sur le fait de porter des masques pour séduire. C'est pour ça que la pub, en fait, me posait problème. C'est que dans la publicité, on se pose la question de qu'est-ce qui marche et comment on fait pour s'attribuer ce qui marche, tu vois, pour se mettre dans le coup, en fait, pour être dans l'air du temps. Et moi, j'étais plutôt sur comment on va révéler ce qui est au fond de nous et qui est véritablement ce qui fait qu'on est naturellement attirant. Parce que quand on est dans notre authenticité, on est plus rayonnant, on est solaire et on attire en fait. Et surtout, comme on n'est pas en train de jouer quelque chose, on l'incarne pleinement. Parce que tu sais, tu peux avoir le costume, la voiture de James Bond, les femmes de James Bond, la montre de James Bond, ça fera pas de toi James Bond. Donc c'est vraiment ce qu'on ressent de l'ordre de la personnalité et de l'attitude en fait. C'est la première dimension d'une marque qu'on va traduire, alors qu'on soit entrepreneur et qu'on fasse du personal branding ou du branding. Là, on peut faire la différence si tu veux pour la question d'après. Mais la personnalité, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le discours. C'est-à-dire comment tu traduis ce que tu es dans le choix de tes mots, puisque les mots que tu vas utiliser sont des codes que tu envoies en fait à l'audience qui est autour de toi, aux gens qui sont autour de toi. C'est-à-dire que le fait d'utiliser certains mots va te faire appartenir à des groupes et va t'exclure d'autres groupes. Par exemple, si je dis le mot argent, c'est plutôt les mots de Monsieur Tout le Monde, l'argent.
Pour un entrepreneur, on va parler des finances. Donc, tu vois, le simple fait, par exemple, d'utiliser le mot argent fait qu'un entrepreneur, il va pas me prendre au sérieux. Alors que si je lui parle de finances, lui, il va penser stratégie, optimisation, tu vois, dans quelque chose qui est de l'ordre, en fait, d'un rapport à l'argent, justement, qui est assez haut de gamme, qui est assez pointu. Donc ça, c'est le deuxième élément. Ce sont les éléments de discours. Donc, ce sont les mots puissants, les mots qui claquent, qui vont s'imprimer dans le cerveau. Moi, ça, c'est ma spécialité dans la pub. On me demandait de faire ça, des mots qui accrochent vraiment au cerveau. Et donc ça, après, il y a plein de techniques, hein, on va pas développer ici. Mais le discours d'une marque fait une marque. Je vais prendre un exemple qu'on connaît tous, le Club Med. Le Club Med ne dit pas les clients. Le Club Med dit les gentils membres. Le Club Med ne dit pas les animateurs, ils disent les gentils organisateurs, les géos du Club Med. On connaît tout ça. Et donc, ils ont inventé tout un vocabulaire. Et ce vocabulaire fait partie de leur territoire. Quand tu dis géo, tu sais que t'es pas ailleurs qu'au Club Med. Il n'y a aucune marque qui va se risquer à utiliser ce mot-là, parce que sinon, il ferait de la pub pour le Club Med. Donc, tu vois l'idée. Donc, ça, c'est le discours. Le troisième élément, c'est l'apparence. Je crois que toi, tu as très bien compris tout ce système. C'est-à-dire qu'on sait très bien que le premier contact, en fait, avec une personne, avec une marque, c'est évidemment ce qu'on perçoit d'elle. Donc, ça va être les couleurs, ça va être le design. Donc, tu vois, c'est un tout petit élément. Alors, parfois, il y a des gens qui me demandent, mais alors, est-ce que le logo, c'est la marque? Non, le logo, c'est juste le signe de reconnaissance de la marque. Tu vois, c'est l'emblème qu'on met sur le drapeau pour le voir de loin. C'est les armoiries qu'il y avait, tu sais, sur le drapeau des familles médiévales. Mais c'est tout. Mais rappelle-toi que sur le drapeau, il y avait aussi la devise. Ça, c'est l'élément de discours. Ok? Voilà, je fais des petites analogies histoire que ce soit bien clair. Et puis, après ça, évidemment, il y a les expériences. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on ressent quand on croise la marque? Qu'est-ce que je ressens? Allez, je vais donner 2 exemples. Quand je rentre dans un Apple Store et quand je rentre dans une boutique SFR, est-ce que je ressens la même chose? A priori, non. Et c'est vrai que si je dois acheter un nouvel iPhone, je vais plutôt aller à l'Apple Store parce que je vais vivre un truc différent. Pourtant, ça va être le même produit, ça va être le même prix. Il n'y a pas de promo chez SFR, t'as remarqué d'ailleurs. Ça, c'est l'attitude de la marque. 0 promo. Tu verras jamais un Black Friday chez Apple. Il n'y a pas non plus, tu vois, de système de conversation avec le client. Tu en parles beaucoup de marketing conversationnel. Très bien, mais Apple ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une posture, on va dire, presque mystique, tu vois. Donc, on ne parle pas à Dieu, quoi. Donc, c'est les dieux du marché, donc on ne leur parle pas. Donc, tu vois, voilà. Donc, voilà les 4 éléments, si tu veux, qui fondent ça. Et je vais prendre un exemple, je pense aussi, qui va parler à tout le monde. Mais si tu prends quelqu'un comme Stromae, parce que moi, je vais revenir juste en arrière 2 secondes, on me pose souvent la question, oui, mais est-ce qu'il faut faire ce travail-là quand on se lance, ou est-ce qu'il faut d'abord avoir un business qui tourne bien, gagner pas mal d'argent, avoir des clients, des produits, du chiffre, pour commencer à faire ça? Il y a un gars qui a compris ça très vite. Il y a un gars et une fille, d'ailleurs. Je vais parler des 2. Il y a Stromae. Stromae, il est arrivé tout de suite avec un style visuel qui était incomparable. Donc lui, tu vois, tout de suite, il a compris l'intérêt du style, c'est-à-dire couleur, look, design, chorégraphie. C'est-à-dire qu'il a fait créer des chorégraphies rien que pour lui. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait en faisant ça? Il a fait ressortir sa personnalité. Il l'a traduite dans la façon dont il a aussi raconté son histoire. Tu sais, le gars qui fait sa musique tout seul dans sa chambre, qui fait son album, qui a été copié depuis, parce qu'il y a d'autres gens qui sont sortis comme ça aussi, mais c'était un peu innovant à cette époque-là. Ensuite, l'aspect visuel, évidemment, qui chez lui est très fort. L'aspect expérientiel. C'est-à-dire que on se souvient tous, enfin j'espère, d'une prestation qu'il a faite à Canal+, où il a fait un clip en direct sur le plateau, où il a fait un truc de dingue, avec une mise en scène, avec un décor et tout. Donc voilà, Stromae, il a compris en fait les 4 dimensions, et il les a exploitées au moment où il est sorti de l'œuf. Pourquoi? Parce qu'il voulait tout de suite s'imprimer dans la rétine des gens. Il avait compris, c'est un super marketeur en fait, et un super communicant. Donc voilà un exemple d'incarnation de ces 4 dimensions. Ok, excellent. Et la fille, attends, il me l'a pas dit avant. Il me l'a pas dit commence avant. Par quelle lettre? Peut-être un C. Ah non, je pensais pas à elle. Ah. Tu penses à qui? Christine and the Queen. Christine and the Queen, excellent exemple, évidemment. Moi, je pensais à Jane. Ah oui. Tu vois, qui a aussi avait dans ses clips, tu vois, une identité visuelle très forte, pareil, avec une tenue tout le temps identique. Et on pourrait parler de Billie Eilish aussi, qui est dans la même veine. Donc, tu vois, on voit que les jeunes générations ont bien intégré ces codes-là et qu'elles utilisent ça à leur avantage, mais presque avec un naturel tout à fait déconcertant. On a l'impression que c'est, voilà, dans leur ADN. Donc ça, c'est assez génial. Okay. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis sur Stromae, parce qu'avant, Stromae, c'était un rappeur. Ouais. Et donc, il s'est vite rendu compte que faire du rap comme les autres, même si c'était pas un mauvais rappeur, mais c'était pas non plus un rappeur d'exception, il s'est vite rendu compte qu'il y avait pléthore d'offres sur le marché qui se ressemblaient tous et qu'il était encore un parmi d'autres. Comme je dis souvent, un clone sur la chaîne. Exactement. Et puis, c'est là qu'il a créé le personnage de un rappeur de plus, quoi. Exactement. Et personne n'a besoin d'un rappeur de plus, d'un téléphone de plus, d'une bagnole de plus. Non, il faut vraiment amener quelque chose de nouveau. Parce que une marque, c'est avant tout quelque chose qui permet aux gens, en fait, de revendiquer qui ils sont, de montrer qui ils sont. C'est une espèce de raccourci. C'est-à-dire que si tu as, par exemple, une moto d'une certaine marque, et que moi aussi, je suis un aficionado de la même marque, quand on va se croiser tous les deux, il y a de fortes chances qu'on devienne potes assez vite. À part Harley Davidson.
Ne parle pas d'Harley Davidson. Avant, parce que j'ai lu dans un bon bouquin qui disait qu'en fait, effectivement, il parlait de ça chez les motards et il disait Harley Davidson, c'est les seuls qui ne se saluent pas. Parce qu'ils sont différents. Les mecs. Exactement. C'est la tribu, en fait. Harley Davidson, c'est le clan. Ouais. Voilà, le clan. Ouais. C'est plus ça le terme. C'est-à-dire que c'est pas, effectivement, les Harley. Alors, il y en a deux qui ne se saluent pas, en fait. BMW et Harley Davidson. Ouais. C'est-à-dire que BMW, c'est un peu ton banquier, tu vois, qui roule en BM, tu sais, un peu comme ça. Bon, quoi que ça a changé un peu, ça se démocratise, c'est devenu un peu plus badass, mais c'était quand même un peu chic, genre, je parle pas aux autres, tu vois. Premier de la classe, un peu, on va dire. Ouais. Et puis, de l'autre côté, effectivement, le dernier de la classe, c'est-à-dire Harley Davidson, c'est-à-dire celui qui casse la porte et qui tague la table avant de partir à la récré. Excellent, excellent. D'ailleurs, dans ce que tu viens de me dire, il y a deux questions sur lesquelles je vais rebondir. Ouais. Bon, je vais te les faire une par une parce que sinon ça va être un peu compliqué. Alors, tu parlais des mots, choisir les mots. C'est très important de choisir les mots. Je vois trop souvent des gens qui emploient les mots des marques. Et tu l'as très bien cité avec l'exemple des Géos pour le Club Med. Les autres marques ne peuvent pas le faire parce que ce serait faire de la publicité à Club Med. Donc, pourquoi justement, c'est ce qu'on appelle le wording, est-ce que tu peux le définir? Et pourquoi c'est si important de prêter attention à son vocabulaire? On va quand même expliquer en fait à quoi ça sert. La façon dont ça fonctionne, en fait, c'est que c'est un genre de référentiel culturel. C'est-à-dire que c'est une façon de se reconnaître. C'est-à-dire que les mots que tu utilises, c'est exactement comme les marques que tu portes. C'est exactement la même chose. C'est une façon de dire à l'autre, voilà à quel groupe j'appartiens, est-ce que toi et moi on est du même groupe? C'est une espèce de façon de se montrer patte blanche. Donc le choix des mots va déterminer ton appartenance socio-culturelle, va déterminer ton niveau de revenu, va déterminer l'endroit où tu vis. Ça, c'est assez étonnant, mais et d'ailleurs, ma fille de 13 ans, à chaque fois, me dit, mais c'est fou, mais tu vois, maintenant, je vis à Barcelone depuis quelques temps, comme tu le sais, avec ma famille. Eh bien, je ne rencontre que des gens qui vont dans les mêmes endroits que nous en vacances, qui aiment les mêmes choses, qui ont le même type de loisirs. Enfin, tu vois, c'est assez incroyable. Elle me dit, mais c'est bizarre, tout le monde est comme nous. Je dis non. C'est parce qu'en fait, le fait qu'on soit là et le fait qu'on ait ce mode de vie-là à Barcelone, eh bien, on rencontre des gens qui sont profilés comme nous, et donc eux aussi vivent ce truc, et on se rencontre ici, quoi. C'est-à-dire que le fait d'être allé chercher autre chose ailleurs, est surtout le reflet d'un état d'esprit global et d'un comportement qui a conditionné en fait le fait qu'on se retrouve là-bas. Et donc le choix des mots, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que je l'expliquais avec le mot argent, mais tu peux faire ça avec plein d'autres mots. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce que tu vas dire à un chef d'entreprise qu'il est un patron? Non, le mot patron, c'est fait pour désigner le supérieur. Donc ça veut dire que par définition, tu ne fais pas partie de cette caste-là. Sinon, tu dis pas les patrons. Tu vas dire les chefs d'entreprise, tu vas dire les dirigeants, tu vas dire les entrepreneurs. D'ailleurs, c'est amusant, si tu dis chef d'entreprise et si tu dis entrepreneur, tu as vu que tu parles pas non plus tout à fait des mêmes personnes. Chef d'entreprise, ça pourrait être du CAC 40. Entrepreneur, c'est plutôt du solo ou de la petite boîte. Donc tu vois, pourtant, ce sont des mots qui sont très proches les uns des autres. Mais un mot, en réalité, il faut voir ça un peu comme une valise. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a plein d'autres mots qui sont reliés à ce mot-là. Et si tu prends deux mots qui sont très proches, tu vas te rendre compte que tous les mots qui sont collés, qui sont en dessous, dans la partie invisible de l'iceberg, sont eux différents. Et donc vont résonner différemment dans la personne qui est en face. Donc ça, c'est ce qu'on appelle faire une communication implicite. C'est, tu sais ce qu'on dit, lire entre les mots. Bah, c'est ça que ça veut dire. C'est que quand j'utilise des mots, automatiquement, tu vas entendre d'autres mots que je ne dis pas, mais tu sais être rattaché en fait à ce mot que j'utilise. Et donc, je pourrais donner un exemple comme ça. J'ai travaillé avec alors lui c'est un coach, tu vois, qui parle de business, qui parle de bien-être et autres. Il m'a dit, David, il est venu me voir en me disant, David, mon problème c'est que dans ma salle, parce qu'il fait des séminaires, il me dit, j'ai des gens qui correspondent pas aux gens que je veux avoir. Il me dit, moi, je voudrais des gens qui soient entrepreneurs, qui réussissent bien, qui ont des moyens, qui visent l'excellence. Il me dit, je me retrouve avec des gens plutôt un peu désespérés, qui savent pas quoi faire de leur vie et tout. Et en fait, j'ai regardé simplement son champ lexical, c'est-à-dire quels étaient les 20 mots qu'il utilisait le plus, comme on le fait pour les hommes politiques. Dis-toi que chaque candidat à l'élection présidentielle passe par des communicants qui étaient souvent mes patrons, d'ailleurs, à une certaine époque. Et eux, ils travaillent le champ lexical, c'est-à-dire comment on va transformer des mots négatifs en mots positifs. Si je prends l'exemple de Nicolas Sarkozy, il y en a un qui me revient, tu vois, on parlait d'agitation, tu vois, ses adversaires disaient qu'il était agité, on a transformé ça en il est énergique, tu vois. C'est pas du tout la même perception. C'est pas du tout la même perception. Pourtant, c'est proche. Bah oui, être énergique, c'est quoi? C'est être agité. C'est pas être mou. Et donc, tu vois. Alors, on va prendre le cas contraire. Mou. François Hollande. Il est mou. Non. Il est posé. Il est réfléchi. Tu vois comment positiver, en changeant le mot, comment positiver, en fait, un concept qui est le même. Ça, je vais pas tricher en disant de François Hollande qu'il est énergique. Ben non, c'est pas ce qu'il est. Mais je vais changer le mot. Le fait de changer le mot, je change la perception. Je change la perception, je change le monde, en fait. Voilà. Ça, c'est la puissance des mots. Est-ce que tu penses que faire un constat pour une entreprise, est-ce que tu penses de faire un constat de ce qui se passe ailleurs, en regardant les mots qu'ils emploient,
parce que je pense que c'est quand même important de regarder ce qui se passe ailleurs, même si ça ne doit pas nous influencer. Est-ce que tu penses que c'est important de regarder ce qui se passe et comment ils communiquent pour soi-même définir ses propres mots? Non, je pense que le plus important, ça c'est un peu ma disruption à moi, parce qu'on est sur la chaîne du disrupteur, et puis que moi je suis un enfant du groupe TBWA, donc ils sont quand même les inventeurs de la disruption. La disruption, pour moi, elle est de partir de l'entreprise, elle est de partir de l'entrepreneur, et pas de partir du marché. Et ça, dans la publicité, j'ai été pourtant élevé aussi dans le truc contraire. C'est-à-dire, en gros, on fait des études de marché, on fait des groupes de consommateurs, et puis on voit comment on peut se placer, comment on peut trouver notre place, se positionner, pour utiliser le gros mot, sur le marché par rapport à nos concurrents. Le problème de ça, c'est que finalement, tu laisses les autres te définir. Alors que si tu te replaces sur qui tu es profondément, je repars, tu sais, de cette fameuse personnalité de la marque, et que tu vas en profondeur sur ce plan-là, tu as des éléments de différenciation et de territoire uniques et différents des autres qui sont déjà là, en fait. Donc, ne t'appuie pas sur une perception du marché, appuie-toi sur tes forces. Enfin, tu vois, si tu étais un joueur de tennis, que tu as un revers un peu faible, mais un excellent coup droit, je te dirais, Franck, essaie au maximum de te placer pour fourguer ton coup droit à chaque fois, quoi. Tu vois? Pourquoi? Parce que, tu vas être à l'aise et tu vas focaliser ton attention sur quelque chose où tu réussis. Donc, ça va générer chez toi de la dopamine, tu vas prendre du plaisir, tu vas te dire, qu'est-ce que je suis bon? Tu vas marquer des points, et plus tu vas marquer des points, plus tu vas dire je suis bon. Et plus tu vas dire je suis bon, et plus tu vas lâcher ton coup droit. Parce que tu vas pas être dans la crispation, tu vas pas être dans l'auto-jugement, genre mon revers il est pas terrible. Donc tu vois, c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'on part de l'entreprise ou de l'entrepreneur, parce que souvent son entreprise un prolongement de lui-même quand même, faut être clair. On voit bien Steve Jobs, Apple. Si ça n'avait pas été Steve Jobs, Apple n'aurait pas été Apple. D'ailleurs, on voit bien Apple, Steve Jobs, Bill Gates, Windows. C'est pas les mêmes boîtes, et donc pas non plus la même légende. Et donc du coup, le fait de partir de l'entreprise, on s'assure aussi que ça peut durer toute la vie et que ça peut durer même au-delà de l'entreprise. Tu vois, alors après, il faut maintenir l'esprit, l'état d'esprit de la marque. Ça, après, c'est un boulot qui est assez difficile à faire, mais voilà, on peut y arriver. Aujourd'hui, j'en parle très régulièrement, on parle beaucoup, on ne peut que constater d'ailleurs l'uniformisation de communication des marques. Qu'est-ce que tu en penses? Là-dessus, moi, je vais avoir un avis qui va peut-être un petit peu te surprendre parce que tout le monde dit c'est mal, tu vas de ressembler aux autres. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, l'humain, par essence, depuis qu'il naît, il regarde autour de lui et il imite pour apprendre. Donc j'ai envie de dire, au départ, si vous n'arrivez pas vraiment à vous définir, c'est vrai qu'il est plus facile d'imiter quelqu'un qui nous inspire, et c'est ce qui va nous permettre, en fait, si on a la conscience de ça, faut pas le subir, faut en être conscient, de se dire, ok, au début j'imite, et ensuite je vais voir comment je me sens avec ça. Et surtout, je vais me rendre compte de ce que je porte facilement ou de ce qui est juste un costume qui n'est pas le mien. Et ensuite, je peux ajuster. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est de commencer tout de suite en ayant son propre territoire, son propre style, son propre ton. Là, je vais pas détailler, mais chaque nuance ici est très importante. Mais commencer en copiant les autres, c'est un moyen de commencer. Tu vois, c'est un moyen d'apprendre. Mais il faut pas le faire en se disant ça marche pour l'autre, donc ça va marcher pour moi. Non, la réalité, c'est que de toute façon, même si tu copies l'autre, ce que tu es va imprégner ce truc-là. Et ensuite, il faut que ce que tu es prenne le dessus très vite. Donc, je vais pas condamner le truc. L'idéal, effectivement, c'est de commencer en ayant son propre territoire tout de suite. Mais l'uniformisation, elle vient, pour moi, sur un autre plan. C'est par exemple sur le discours, justement. C'est-à-dire faire les mêmes promesses que les autres, utiliser les mêmes mots que les autres, se positionner sur les mêmes médias que les autres. Là, le problème, c'est comme si on se mettait volontairement, tu sais, au milieu d'un marché, tu sais, le dimanche matin, avec nos petites tomates, alors qu'il y a déjà 15 stands qui vendent des tomates, et qu'on est là en train juste de dire que la nôtre, il y a une tomate gratuite pour 3 acheter. Enfin, tu vois, je veux dire, tu peux pas t'en sortir correctement. En tout cas, tu ne deviendras pas le mec le plus branchouille du marché avec de la tomate. De la tomate. Ça va pas être possible. Donc, effectivement, ça, c'est pas une très très bonne idée de se mettre, de se jeter, je dirais, dans l'océan rouge où il y a tout le monde qui se mange parce qu'il y a beaucoup plus d'offres que de demandes. C'est marrant ce que tu dis, parce que moi, après, on a tous nos méthodes et qu'on synthétise. Moi, je l'ai appelé par 4 phases, et c'est la 4 phases avec chaque animal. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ça, je fais un petit appel à l'action. Allez voir la vidéo que j'ai faite sur Cyril Hanouna, j'en parle plus en détail. Il y a la phase du chien, la phase du singe, la phase du mouton et la phase du renard. La phase du chien, c'est le moment où on lance son activité. Alors pourquoi j'ai appelé ça la phase du chien? C'est parce qu'en fait on est vraiment très heureux, on se dit ouais, c'est incroyable, c'est un peu comme un chien qui arrive dans un magasin de croquettes, il est content, excité, il est tout fou, il remue la queue, il part dans tous les sens. Il part dans tous les sens. Après j'ai appelé ça la phase du singe parce que forcément on regarde ce qui se passe autour de nous et on commence à les singer. Et comme tu disais à juste titre, je pense que la copie, en fait, ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que la copie, ce n'est pas mal, mais l'important c'est que la copie n'est pas un aboutissement en fait. Il faut aller plus loin. Voilà, c'est un passage. Et donc la troisième phase, c'est la phase du mouton, parce qu'on se rend compte qu'au moment où on a singé et qu'on fait exactement pareil que la concurrence et que ça marche pas, parce que forcément, si le concurrent
et ben c'est le leader, c'est parce qu'il a fait des choses qu'on n'a forcément pas fait. Et ben à ce moment-là, c'est un peu une phase délicate, donc on choisit de s'éloigner du troupeau. Si vous voulez que le troupeau vous suive, commencez par vous en éloigner. Et ça, c'est la phase mouton, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à cette phase-là. Ils sont collés là, ouais. Ouais, c'est une phase. Parce qu'ils n'ont pas les outils, en fait. Exactement. C'est une traversée du désert. Et pour conclure, la phase du renard. Pourquoi j'ai appelé le renard? Parce que j'aime bien le renard, et ça revient un peu au renard qui va dans les poulaillers la nuit pour chasser les poules. C'est parce qu'en fait, il a compris que à ce moment-là, il faut avoir son propre langage, sa propre manière de communiquer, et il est différent. Et donc, là où les poules grignotent toutes leurs petites graines, bah, lui, il arrive pour les tuer à ce moment-là, même si c'est une phase un peu guerrière. Mais je reste persuadé que le marketing, c'est aussi de la guerre marketing. C'est l'art de la guerre. C'est l'art de la guerre. Et, il faut être clair sur un marché. Tu peux développer le marché, mais je veux dire, ton boulot quand même toute la journée, c'est de piquer des parts de marché aux autres. Exactement. C'est comme ça. On est d'accord. Et vous aurez compris l'allusion au renard, puisque le logo de ma chaîne YouTube, c'est quoi? Eh ben, c'est un renard. Le et renard. ben voilà, tout est relié. J'ai envie de dire, c'est malin. C'est rusé. Donc, désolé pour cette petite aparté. Non, c'est très intéressant. Pour construire une image de marque solide, classe et luxueuse, je tiens à le signaler, parce que je pense qu'une vraie marque, pour moi, s'attend aussi vers le classe et le luxueux, même s'il y a des marques qui sont moins classe et moins luxueux. Est-ce qu'il est nécessaire d'inonder un marché en publicité? Je vais peut-être m'approprier le terme publicité pour le définir à ma façon. Publicité, historiquement, ça veut dire rendre public. Et un publicitaire, c'est quelqu'un qui rend public. Donc ça veut dire que faire un post sur des réseaux sociaux, c'est rendre public un message. Donc c'est de la publicité. Le fait d'aller parler dans une interview, c'est rendre public sa parole, c'est faire de la publicité. Donc dans ce sens-là, dans cette acception du mot publicité, j'ai envie de te dire que ce qui est important, effectivement, c'est d'être présent. Pourquoi? Parce que en fait, tout ça, c'est un travail il faut ciseler son discours, il faut sculpter son image, touche par touche. Donc, il faut avoir une vision très claire de là où on veut aller. Mais c'est vrai que à chaque fois que les gens vont nous croiser notre marque, nos produits, il va leur rester une petite trace mnésique, tu vois. Leur mémoire va être un petit peu imprimée. Mais en réalité, ça prend du temps parce qu'on est bombardé en fait de messages et de sollicitations chaque jour. Je crois que c'est Forbes qui évalue à peu près à 10 000 sollicitations pour notre petit cerveau de primate évolué. Ça fait vraiment beaucoup. Donc si tu veux, t'avais, je crois d'ailleurs, parlez-toi de la guerre de l'attention. Effectivement, le premier boulot de ce qu'on a à faire, c'est de générer de l'attention. Donc le fait d'être visible, ça génère de l'attention si on fait usage de cette visibilité avec du fond qui est de qualité. Parce que si on vient répéter ce que disent tous les autres, ça ne sert strictement à rien. Une fois que tu as généré de l'attention, il faut créer de la fascination. La fascination, c'est créer, si tu veux, cette espèce de vertige dans le cerveau qui se dit « Waouh, j'avais jamais entendu les choses de cette façon-là. J'avais jamais vu ça comme ça. Je m'étais jamais posé ce type de questions. » Et ça m'ouvre une nouvelle perspective. Donc la fascination, si tu veux, c'est la phase où on tombe amoureux. Et puis enfin, la troisième phase, c'est la phase d'excitation. Ok, maintenant je veux agir. Qu'est-ce que je peux acheter ? C'est quoi le produit? Où est-ce qu'il faut cliquer? Donc tu vois, c'est vraiment ces trois éléments-là, c'est cette chronologie-là qu'on va faire. Et alors on peut la faire sur un temps très court, mais on peut la faire aussi sur un temps plus long, parce que le temps court, c'est le marketing. Pour moi, le marketing, c'est sortir en boîte, savoir la première phrase qu'il faut dire pour capter l'attention de la personne qui nous plaît, quelle conversation on va avoir derrière, et comment je fais pour avoir son numéro. D'accord? Alors que pour moi, le travail de fond qu'on doit faire, c'est comment je fais pour créer des histoires d'amour durables. Le but d'une entreprise, c'est de durer, a priori, quelle que soit sa taille. C'est pas de venir braquer la banque, de faire un coup et de repartir pour aller se mettre sur une plage au soleil et vivre de ses rentes. En tout cas, c'est pas ma vision d'une entreprise. Il y a des gens qui le font, mais c'est pas ma vision. Et donc, pour ça, il faut à la fois le marketing pour savoir draguer comme un champion, mais il faut aussi savoir faire en sorte que ce ne soit pas que des collections d'histoires d'une nuit, quoi. Donc, c'est pas les coups d'un soir, c'est les mille et une nuits, et c'est des histoires d'amour de longue durée. Dans la pub, moi, quand j'avais des agences, je disais à mes clients, vous savez, moi, je ne suis qu'une agence matrimoniale entre vous et votre public. C'est beau. Ah, c'est beau. C'est beau, mais c'est intéressant ce que tu dis sur le temps court et le temps long, parce qu'on se rejoint encore. C'est moi, tout ce que je vois, c'est tout temps au temps court. Mais quelle valeur on donne au temps long? Le temps long, c'est ce qu'il y a d'important, c'est ce qui permet de se construire. Un enfant, il n'arrive pas et puis il marche pas. Il construit son raisonnement. On construit son raisonnement en tant qu'entrepreneur. Je vais te donner un chiffre si tu veux. Ce qu'on appelle les ready to buy, c'est-à-dire ceux qui se promènent. Alors moi j'aime bien cette image-là, mais avec un billet à la main en se disant, ok, quelle moto je vais acheter, tu vois? Ceux qui disent, j'ai décidé d'acheter une moto, quelle moto je vais acheter? C'est à peu près 3% de ton potentiel de business. Donc dis-toi que si tout ton business ne repose que sur les gens qui sont prêts à coucher tout de suite, pardon pour cette analogie, c'est 3% de ton potentiel. T'imagines ce que tu laisses sur la table? C'est juste gigantesque. Le marketing, c'est fait pour vendre maintenant. La marque, le branding, c'est fait pour vendre longtemps.
Tu vois, moi, aujourd'hui, quand j'achète des produits d'un certain nombre de marques que j'aime, moi, j'aime par exemple Lacoste, j'aime par exemple Triomphe, j'aime par exemple Apple, ça, c'est pas très original, mais ces marques-là, en fait, j'achète chez elles sans une seule ligne de marketing. C'est-à-dire que je vais droit chez eux et je dis, OK, qu'est-ce que je peux prendre? Tu vois? Donc, t'imagines un petit peu les efforts marketing en moins que ça leur demande. Et donc, aussi, c'est une espèce de filet de sécurité parce que quand le marketing fonctionne moins bien, parce que les campagnes s'usent, parce que les médias changent les règles du jeu et autres, comment on fait si on ne dépend que du marketing? Tu vois? Alors que le branding, tu laisses l'autre faire le premier pas. Donc ça, c'est magique. Et ça, tu as besoin effectivement de montrer ta personnalité, d'avoir un discours qui est précis, qui est impactant, qui est mémorable. Tu as besoin d'avoir une apparence qui est reconnaissable et tu as besoin de créer des expériences qui sont à chaque fois agréables. Pourquoi? Parce qu'une expérience agréable, ce sont des shoots dans le cerveau d'hormones de plaisir et notre cerveau, il est programmé pour nous faire répéter nos expériences de plaisir. C'est pour ça que dans le début d'une relation amoureuse, tu sais, on va au cinéma, on va faire un grand 8, Qu'est-ce qu'on fait en réalité? On va vivre des expériences émotionnelles fortes. Et ce qui se passe quand on tombe amoureux, c'est qu'on associe la personne, en fait, on leurre notre cerveau. On associe l'autre personne et sa présence aux émotions qu'on a ressenties. Donc on se dit, si je veux ressentir ces émotions, il faut que je sois davantage avec cette personne. Tu vois? C'est exactement le principe de la pub. Quand je te fais une pub avec un yaourt, ou une nana sur une plage qui le mange et puis qui est au bord de l'extase, qu'est-ce que tu fais? Ton cerveau primitif croit que l'extase vient du yaourt. Non, elle vient pas du yaourt. L'extase vient du fait que tu vois l'extase de l'autre et tes neurones miroirs s'agitent et se disent oh, « je veux la même chose ». Donc tu vois, c'est un leurre du cerveau et en fait, tout ce qu'on doit faire est exactement fait pour ça. On doit changer l'émotion que ressent notre client. Par exemple, regarde, est-ce qu'on a besoin d'une Rolex pour lire l'heure? A priori non. Mais comment on se sent quand on achète une Rolex? Bon, moi, c'est pas mon délire, mais il y a des gens qui kiffent ça. Comment est-ce que se sent un vieux monsieur qui a bien réussi dans la vie quand il monte dans sa nouvelle Ferrari? Ben, il se sent plus beau, il se sent plus jeune, il se sent plus sexy, tu vois. Comment se sent une femme? Et il regarde peut-être même pas l'heure, elle est peut-être même pas réglée. Ouais. Et comment se sent une femme qui s'achète un nouveau sac à main dans une marque de luxe qu'elle aime? Eh bien, elle se fait un cadeau, elle se fait une récompense. Tu vois, le truc, c'est que quand ta marque est forte, les gens, ils achètent plus un produit chez toi, ils dépensent pas de l'argent chez toi, ils se font un cadeau. Tu imagines le truc? C'est-à-dire qu'ils vont lâcher de l'argent pour un produit et en fait, ils s'offrent quelque chose. Tu vois, on le dit d'ailleurs, je me suis offert ça. Alors que quand tu n'es pas attaché de marque ou quoi, tu as l'impression que tu as dépensé de l'argent. Donc ton cerveau, dans un cas, il a de la perte, j'ai dépensé, et dans l'autre cas, il a une récompense. Je me suis offert ça. Tu vois la différence? Enfin, je ne sais pas si on perçoit bien la différence de valeur, mais c'est juste fantastique. Ah oui, quand tu arrives à renverser ça, eh bien d'un seul coup, tu n'as plus rien à faire. C'est le client en fait qui est devenu fan, qui va parler de toi. Enfin bref, je ne vais pas développer ça. Tout le monde connaît ce truc. Excellent. Merci pour les exemples, c'est très intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé très rapidement, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit de personal branding, de branding. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup l'influence des réseaux sociaux sur la société. On voit beaucoup de gens qui sont de plus en plus visibles de par ce qu'ils font. Bah, j'ai fait dernièrement une interview de Clara Morgan, je vous invite à aller la voir. Clara Morgan ou l'interview? Les deux. Les deux. Bon, ça sera plus facile d'aller voir l'interview. Parce que Clara Morgan a un cabaret qui est très intéressant à voir pour la finalité de toute son image de marque. Bref, si vous voulez aller voir l'interview, allez la voir. Et donc, on voit qu'elle capitalise sur cette image. Et on voit aussi qu'avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'émergence de personnalités qui deviennent même des marques. Ce qu'on appelle donc le personal branding. Mais c'est quoi les principales différences entre le personal branding et le branding? Alors, si tu veux, dans une entreprise, il y a 3 types de branding. Je vais prendre Apple. Bon, encore une fois, on va penser que je suis un obsédé, mais c'est juste que tout le monde connaît cet exemple. Le personal branding, c'est Steve Jobs, qui raconte son histoire, où il y a des bouquins sur lui, où il y a un film sur lui, enfin bref. Donc ça, c'est le personal branding du chef d'entreprise. Ensuite, il y a le branding de la marque Apple. Et ensuite, il y a le branding des produits, l'iPhone. Et on ne peut pas confondre le branding de l'iPhone avec le branding de la marque Apple et le branding de Steve Jobs. Donc les 3 se nourrissent et les 3, si tu veux, accélèrent les résultats des précédents. Parce que le but du branding, c'est quoi? C'est de faire en sorte que les gens arrivent avec un haut niveau de confiance et un haut niveau de motivation au moment de la vente. Imagine la différence pour un vendeur d'avoir un client qui arrive et qui se pose 1000 questions, qui a des hésitations sur le produit ou sur la marque, et un potentiel client qui arrive en étant déjà amoureux. Est-ce que tu penses que la vente va être plus rapide et plus facile? Évidemment. Est-ce que tu penses que dans un cas, je peux fixer à peu près le prix que je veux et dans l'autre cas, je suis obligé d'être au prix du marché? Évidemment. On voit que c'est exactement ce qui se passe. On sait tous qu'on paye trop cher les produits Apple et qu'il y a des produits concurrents qui sont bien meilleurs. Eh bien, ça suffit pas de nous faire changer d'avis. Pourquoi? Parce qu'on est amoureux. Et alors là, je vais utiliser, tu aimes bien les citations, donc je vais en utiliser une. Tu sais, on dit que l'amour rend aveugle. Mais attention, la déception lui rend la vue.
Donc il faut faire très très attention à ça. C'est qu'une fois qu'on est monté là-haut, il ne faut pas trébucher, il ne faut pas décevoir notre client. Donc là, c'est encore une autre paire de manches. Mais voilà, Ok, ouais, à voir notre jour. excellente citation, parce que je parle souvent aussi de la qualité, et que c'est très important de mettre de la qualité avant, pendant et après. C'est Exact. indispensable. Donc, c'est pas juste le coût, c'est le marketing dont on parlait juste avant. Ok, il a acheté, mais après, il a acheté. Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est Exactement. important de mettre de la qualité. En fait, l'achat, c'est pas la fin de l'histoire, c'est le début. Il faut bien avoir conscience de ça. Si je te dis tout ce qui est rare devient convoité, tout ce qui devient convoité est plus cher, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est juste, c'est-à-dire que, évidemment, la rareté crée de la valeur. Alors, c'est plus une valeur perçue qu'une valeur réelle, parce que objectivement, un diamant, c'est quand même qu'un caillou, soyons clairs. D'ailleurs, ce qui est amusant, et je ne vais pas là non plus raconter toute l'histoire, mais si vous voulez vous renseigner là-dessus, c'est vraiment flagrant. Le diamant, en fait, ça a été l'organisation d'une certaine rareté. En réalité, il n'y a pas de rareté sur le diamant. C'est un produit, c'est une pierre qui se trouve très facilement et en très grosse quantité. Sauf que les gens qui sont, si tu veux, dans ce business-là, ont organisé cette rareté pour créer justement de l'exclusivité et de la valeur. Donc en fait, c'est un montage qui a été fait depuis le début pour faire croire effectivement à cette valeur. C'est une construction complètement stratégiquement pensée. Et d'ailleurs, le point d'orgue de ça, c'est que, tu sais, je crois que c'est la chanson de Marilyn Monroe, tu vois, les diamants sont éternels. Ça fait partie du plan stratégique. Je sais même pas s'il n'y a pas eu un deal entre les gens du domaine du diamant et Marilyn Monroe pour faire cette chanson. De même que comment on appelle ça, les cigarettiers, je sais pas comment on dit, les industries du tabac, avaient payé Hollywood pour que dans les scènes, après les scènes de sexe, les comédiens prennent une clope. Donc tu sais, la clope après le sexe, eh bien en fait, c'est une invention marketing, c'est un des premiers placements de produits qui a été fait par l'industrie du tabac dans le cinéma, pour associer le plaisir charnel avec le plaisir de la cigarette. Donc tu vois, c'est assez... je pense que je casse peut-être quelques mythes là, mais voilà, c'est bon à savoir. C'est-à-dire que le placement de produit, on pense toujours, tu sais, au Pepsi qui traîne, par exemple, je crois, Retour vers le futur, qui était aussi un des produits grossiers. Un peu grossier. Je voudrais un Ginny. Génie sans bouillir, tu t'es trompé de porte, la droguerie c'est à côté. Donnez-moi un Pepsi régime. Si tu fais un régime, ne bois pas de Pepsi. Bon, alors donnez-moi n'importe quoi pourvu que ce soit sans sucre. Mais après, il y a des choses plus subtiles qui sont d'associer en fait un moment ou un état émotionnel avec un produit. Donc voilà, ça c'est tout à fait construit. Excellent. En revanche, ce que je voulais dire, oui, tu m'as dit, est-ce que c'est le seul moyen de faire de la valeur perçue, la rareté? En fait, moi, c'est un des 11 moyens que j'ai identifiés. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, si je te montre même un beau stylo plume, tu vas me dire, OK, ce qui va faire la valeur perçue, ça va être par exemple la qualité du stylo. Ça va être la réputation de la marque. Mais ça va être peut-être aussi le fait que c'est le stylo qui a servi, je sais pas moi, on parlait de Marilyn Monroe, à Kennedy pour signer son discours le plus connu. Donc, utilisation du stylo historique. Ou alors moi, j'ai travaillé pour une marque de luxe, tu vois, de bagagerie de luxe. Eh bien, j'ai tout de suite identifié un truc de fou qu'ils n'exploitaient pas, c'est que c'est eux qui faisaient la bagagerie, qui faisaient les malles du Titanic. Ils ont fait les malles du Titanic, c'est juste incroyable. T'imagines tout de suite la classe que ça peut apporter. Ils exploitaient pas ce truc-là. Eh bien moi, ça c'est un des 11 éléments, tu vois, c'est la dimension historique qui est liée à la marque. Ils faisaient aussi le sac à main de la reine d'Angleterre pendant des années. Enfin, tu vois, c'est ce genre de choses. Et donc en fait, il y en a 11 comme ça, qui sont plus ou moins puissants et qui sont chacun reliés à un niveau en fait du cerveau. Tu sais, dans le cerveau, alors ça c'est métaphorique, parce que scientifiquement c'est pas tout à fait vrai, mais on parle du cerveau reptilien, on parle du cerveau limbique, des émotions, et du cerveau du cortex, celui de la logique et de la réflexion. Aujourd'hui on parle plutôt système 1, système 2, mais bon, encore une fois, voilà, je vais pas rentrer là-dedans. Mais en fait, les 11 points de création de valeur perçue qu'on peut exploiter tout de suite. On a tous dans nos business la possibilité d'aller chercher quelques-uns de ces outils-là, eh bien, sont étagés comme ça en fonction des niveaux plus primitifs de notre cerveau et des niveaux les plus sophistiqués. Quand je te parle de l'histoire, par exemple de la bagagerie, de la marque de luxe pour laquelle j'ai travaillé, on n'est évidemment pas dans le reptilien, on est évidemment plutôt dans l'émotionnel ou plutôt même dans le rationnel. C'est-à-dire que ça nous fait rêver de se dire « Ah la vache, ah ouais, c'est des mâles qui ont embarqué sur le Titanic et qu'on a retrouvés étaient des mâles de cette marque-là. » Donc voilà, il y a 11 points de différenciation, de création de valeur perçue. Ok, excellent. L'histoire de l'historique, ça crée la légende et donc ça crée l'image de marque. C'est un des éléments qui est le plus puissant
Mais tout le monde n'a pas celui-là à disposition. Mais il y en a, je vous dis, il y en a 10 autres. Donc ça laisse un peu de place. C'est quoi les entreprises qui t'inspirent au niveau image de marque et pourquoi surtout et pourquoi? Bon, alors moi, je suis motard. Tu vois, d'ailleurs, c'est amusant. On dit pas j'ai une moto, on dit je suis motard, tu vois. Donc là, rien que dans ma réponse, tu vois, un peu inconsciente, il y a déjà un élément de réponse, c'est que les marques qui m'inspirent sont celles qui nous permettent quelque part de donner un signe perceptible de notre personnalité. J'en parlais tout au début de notre entretien. C'est-à-dire que pour moi, les marques inspirantes sont celles qui ont dans l'esprit des gens et dans le cœur des gens une place particulière, unique et très puissante. On parlait de moto. Par exemple, si je te dis la moto des Bad Boys rebelles, est-ce que tu penses à Honda? Non. Non, tu penses à qui? Harley Davidson. Tu penses à Harley Davidson. Si je te dis, par exemple, les hooligans chic anglais, tu penses à quelle marque de moto? Je ne connais pas. Triomphe, évidemment. Si je te dis la belle italienne avec sa robe rouge, Bugatti. Ducati. Donc tu vois, c'est incroyable. C'est-à-dire que, en fait, si on demande à une centaine de personnes, même si les gens ne sont pas des motards, ils vont pouvoir placer assez facilement les différentes marques à une place précise. Donc, ce qui veut dire que quand ils vont voir quelqu'un avec une de ces marques, bah, ils vont instantanément, en fait, le mettre dans un groupe social. T'appartiens aux rebelles, t'appartiens au premier de la classe, je parlais tout à l'heure, tu vois, de BMW. Oui, des motos BMW. Mais tu vois, dans les voitures, c'est la même chose. Par exemple, quelqu'un qui a une Audi, c'est quelqu'un qui veut afficher sa réussite, mais avec une certaine discrétion. Lui, tu vas jamais lui faire acheter une voiture bling-bling. C'est pas son style. Et Tesla, c'est quoi Tesla? Ça serait quoi? Alors Tesla, c'est très intéressant Tesla parce que Tesla, ils ont ajouté des dimensions en fait qui sont très intéressantes. C'est que Tesla, ça permet aussi de montrer quel type de consommateur on est. Tu vois, c'est la dimension je suis un consommateur éco-responsable, je pense au futur, je pense aux enfants. Je vais être un peu cynique 2 secondes. C'est une façon pour des entrepreneurs qui sont vus comme des gens qui sont là que pour parler d'argent, produire, épuiser les ressources de la planète. C'est une façon de s'acheter une virginité. Avant, ils avaient un 4x4 Land Rover qui consommait 50 litres au 100 et qui faisait des gros nuages noirs. Maintenant, ils ont une Tesla. Donc, c'est une façon de dire, ah oui, ok, j'ai de la réussite, mais j'ai des valeurs, je suis un humain qui est aimable quand même un petit peu, parce que vous voyez, je fais attention à la qualité de l'air que vous respirez. Donc, voilà, ça c'est ma vision un peu cynique du truc. Mais oui, Tesla, c'est la nouvelle version de la réussite. C'est la réussite avec un supplément d'âme et d'éthique personnelle. C'est marrant parce que moi, tu vois, je suis très très fan de Tesla. Bon, Apple, pareil, moi, c'est plutôt Harley Davidson. Après, il y a le côté technologique aussi. Ouais, en fait, moi, ce que j'aime bien, oui. c'est le truc, tu vois, d'avoir la voiture que tout le monde n'a pas. Enfin, quoique, c'est en train de changer puisqu'ils sont en train d'exploser le marché. Oui. Et puis, c'est ce côté de dire, tu as un coup d'avance, quoi. Tu vois, ça me plaît. Il y a ça, et j'ai envie de dire, une Tesla, pour moi, parce que moi, je suis pas très Tesla au niveau des voitures, mais pour moi, c'est pas une voiture. C'est un iPad avec des roues. De toute façon, il l'a conçu comme ça. Hein. Il explique en fait que lui, il a pris. Il y a aussi Dyson qui l'avait fait avec les aspirateurs. En fait, il est parti du principe que voilà, les voitures font ça. Bah, nous, on va partir d'une feuille blanche. Et donc, il est parti. Il a construit une voiture autour d'un ordinateur. Alors certes, les détracteurs disent oui, mais c'est qu'un ordinateur, mais d'un autre côté, ils peuvent faire une mise à jour dans la nuit, ta voiture elle est dans le garage. En fait, de toute façon, c'est comme tout, il y a des marques, des détracteurs. D'ailleurs, si on n'a pas de détracteurs, c'est qu'on n'a pas vraiment de marque. Exactement. Et donc, c'est quelque part, il a son truc, quoi. Et d'ailleurs, tu me fais penser à quelque chose que j'avais vraiment envie de partager aussi avec ceux qui nous regardent, c'est que, en fait, si tu ne travailles pas ta marque, sache que tu en as quand même une. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, tu as une marque. C'est-à-dire que si tu ne la travailles pas, en fait, bah, c'est une réputation qui n'est pas maîtrisée, qui n'est pas stratégiquement pensée. Ça veut dire que tu laisses le marché ou tes concurrents parler de toi à ta place. Donc ça veut dire que c'est pas forcément, eux, ils sont pas là pour te tresser des lauriers, tu vois. Donc il y a de fortes chances que ce soit pas très bon pour ton business. Donc en fait, soit tu maîtrises et tu as une vision stratégique de la marque que tu laisses dans l'esprit des gens, l'empreinte que tu laisses, la trace que tu laisses, c'est ça une marque. Oui, une marque, une trace. Tu vois. Donc soit tu es aux commandes et tu décides de ce que tu veux que les gens aient dans la tête et dans le cœur, soit tu laisses complètement le truc, tu vois, c'est ton château qui est ouvert aux 4 vents, les gens viennent, ils mettent les pieds sur la table, ils dégueulassent le tapis et t'as rien à dire. Donc soit ça travaille pour toi parce que tu maîtrises, soit ça travaille contre toi. Et le pire, c'est de ne pas être conscient de ça et de laisser en fait le truc se faire tout seul, parce que du coup, tu peux te retrouver avec une marque qui commence à être préemptée par un public, par exemple, qui te dessert énormément. Lacoste a failli mourir parce que y a des gens qui se sont attribués cette marque-là et c'est devenu un signe de reconnaissance pour un groupe de gens qui étaient historiquement pas les clients de chez Lacoste. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Lacoste? Ils ont dû supprimer un certain nombre de leurs produits pour pouvoir couper en fait cette branche-là de leur clientèle. Ils ont viré des clients. Pourquoi? Parce que ces clients-là faisaient partir les clients historiques qui, eux, ont des moyens et avaient envie d'afficher cette marque.
Donc moi, ça n'a pas suffi à me dégoûter, je suis toujours un fan de Lacoste. Mais tu vois, qu'est-ce que j'aime dans Lacoste? C'est le côté chic français, c'est le tennis, c'est donc son fondateur, que je trouve hyper inspirant. Enfin, tu vois, ce que j'achète, c'est pas un produit en réalité. C'est juste le petit crocodile, parce que le crocodile, c'est toute cette histoire. On parlait tout à l'heure d'une histoire qu'il y a autour de la marque. Bah, c'est ça que j'achète. C'est intéressant de voir aussi Lacoste, c'est vraiment une étude de cas parce que, en fait, comme tu l'as dit à juste titre, hein, ils sont attirés une clientèle qui ne voulait pas, qui a fait déserter l'autre clientèle, puis cette clientèle était très versatile. Donc finalement, quand il y a une nouvelle barque, elle est partie. Ils sont partis. Lacoste, ils se sont retrouvés dans la merde, donc ils ont changé un petit peu tout ça. Mais aujourd'hui, ils reviennent vers ce public-là parce qu'ils ont pris, ne serait-ce que le rappeur Mo Alaskol, qui est devenu une égérie de la marque Lacoste, et c'est un rappeur. Et à l'époque, ils avaient ce problème-là d'identification par rapport au rap. Quoi. Donc, je pense aussi que c'est une question de prise d'âge et de sagesse d'une certaine clientèle qui à l'époque pouvait être problématique mais qui n'est plus aujourd'hui. Moi je suis un gros fan de NTM. Franchement, dans les derniers concerts où je suis allé, les gens ils ont plus mon âge et c'est plus des bons papas rangés que des gros rebelles qui foutent le feu aux poubelles. Donc tu vois, c'est que le public aussi, il grandit, il évolue, il vieillit. Et après, c'est intéressant de garder un certain nombre de caractéristiques. Donc, tu vois, tout ça, c'est quand même assez mouvant. Ça demande effectivement de toujours regarder ce qui se passe. Et mais le maître mot, c'est la stratégie. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux obtenir, qu'est-ce que je dois faire pour l'obtenir. Et pas de laisser faire et d'y aller à l'improvisation. Le pire ennemi, c'est l'improvisation. Il y a une punchline que je dis souvent sur la chaîne YouTube, c'est la vision est plus importante que le chemin. La vision, c'est votre objectif. Le chemin, c'est les outils que vous allez employer pour atteindre votre objectif. Mais sans vision, sans tous les trucs galvaudés qu'on entend un peu sur Internet, il faut être aligné avec les planètes ou tout ça. C'est la vision, c'est vraiment là où vous voulez aller. Par exemple, sur cette chaîne YouTube, moi, j'ai pris pour partie de faire de la qualité, uniquement de la qualité. Vraiment, ouais. Bah, tu parlais du personal branding. La vision, c'est un élément du personal branding très fort. Et la vision, c'est, moi j'ajoute un mot derrière, c'est la vision partagée. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux créer du leadership, ta vision, tu dois en parler, parce que les gens qui vont te suivre, c'est parce qu'ils veulent aller vers cette même vision. Ce dont on se souvient, tu sais, donc c'est pas juste pour toi et pour plaire aux gens, non, c'est parce que tu leur proposes une vision vers laquelle aller ensemble. Ce dont on se souvient du discours de Martin Luther King, bah, c'est surtout la première phrase. I have a dream. On se souvient pas du reste, mais on se souvient juste de cette phrase-là. Et cette phrase-là, elle est énorme, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire, voilà le futur que moi, j'imagine. Si vous avez envie du même futur, alors on peut le faire ensemble. Tu vois, tout est dit quasiment. Tu n'as quasiment pas besoin de la suite. Bon, David, est-ce que tu peux me faire confiance? Bien sûr, je te fais confiance. Ok. Alors, je vais te demander de me tendre ta main et de fermer les yeux. Et de fermer ta main. Ok. Regarde ce que tu as dans ta main. Tu sais ce que c'est? Non. C'est l'œil d'Agamotto de Doctor Strange. À l'intérieur, il y a la pierre du temps, qui permet de remonter 30 ans en arrière. Waouh. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 30 ans? Qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais qu'il a eu une bonne idée qui était toujours d'essayer de trouver des mentors, c'est-à-dire des gens qui avaient de l'avance sur lui, qui avaient un parcours peut-être où ils ont appris des choses qu'ils peuvent lui transmettre. Donc ça, c'était une bonne idée, il faut rester là-dessus. Après, ce que je lui dirais peut-être, c'est qu'il faudrait qu'il ait plus de constance. C'est-à-dire, je pense finalement maintenant avec un peu de recul, que moi j'étais très attiré par plein d'expériences diverses, différentes. C'est pour ça que j'ai fait plein de boîtes, que je suis allé en plein de trucs. Alors j'ai vécu une vie très riche jusqu'à maintenant, mais je regrette un petit peu de ne pas avoir creusé davantage, de ne pas avoir persévéré davantage sur certaines... par exemple, dans mon métier de publicitaire, je pense que j'aurais pu aller plus loin si j'avais été moins dans l'envie de découvrir tout le temps. Donc voilà, tu vois, peut-être prendre le temps de m'améliorer encore, d'être plus, un peu plus persévérant, un peu plus discipliné. Ok, merci beaucoup David pour la qualité de tes réponses. Je pense que les gens ils vont vraiment beaucoup apprécier. Je rappelle que je mettrai le lien que David souhaite que je communique dans la description de cette vidéo si vous voulez le contacter ou voir ce qu'il peut vous proposer ou ce qu'il fait. Et juste avant de finir, je te laisse le mot de la fin, David. C'est vraiment le mot de la fin, tu dis ce que tu veux, donc c'est à toi de jouer. Écoute, le mot de la fin, ce serait de dire que, tu vois, pendant des années, j'ai cru qu'il fallait rentrer dans le rang, être comme les autres pour être accepté. Et c'est un publicitaire, Philippe Michel, qui était une idole pour moi, que j'ai croisé quand j'étais étudiant, qui m'a dit c'est parce que tu es différent que tu as de la valeur. Et c'est ça qui m'intéresse. Eh bien, je pense que cette autorisation que j'ai reçue, j'ai envie de la donner à tout le monde, en fait. Et de dire aux gens, vos différences, c'est exactement ce qui fait que vous êtes intéressant. Ce qui ressemble au truc d'à côté n'a aucun intérêt pour notre cerveau, en fait. Donc, on a vraiment, si tu veux, besoin, pour moi, d'être conscient de ces différences, de ces points forts. Et quelque part, notre responsabilité, tu sais, les grands pouvoirs engendrent de grandes responsabilités, ça va te plaire, cette référence à Spider-Man. Eh bien, je considère que quand on a des choses à apporter, en fait, à nos clients, par exemple,
on a la responsabilité de faire en sorte de briller le plus possible pour qu'ils puissent se rendre compte qu'eux aussi peuvent briller et qu'on a les éléments pour les aider. Parce que si on a de quoi sauver le monde du cancer, par exemple, on doit absolument tout faire pour que les gens sachent que ça existe et se servent par exemple, de ce vaccin ou de ce médicament. Donc, c'est vraiment cette idée que votre différence, c'est votre force et votre responsabilité, c'est de la faire briller. Bon, bah, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Hein. Je vais compléter tes propos avec une autre punchline et puis je vous laisserai deviner en commentaire d'où vient cette punchline. Il faut cultiver la différence et non l'indifférence. Bah, si tu le permets, Franck, moi je vais terminer avec une citation qui est de toi et que j'aime beaucoup. C'est « Il ne faut pas être l'énième copie d'une copie, sinon on termine en photocopieur ».